USA. Then everybody be served like California. You see them wearing their baggies, Warachi sandals too, a bushy blonde hair. Bonsoir. Pendant longtemps, les plages sont restées vides et sauvages. Et puis un jour, tout a changé. Si aujourd'hui nous utilisons une crème solaire, un parasol, un maillot de bain, si la plage est devenue l'un de nos terrains de jeu préférés, c'est parce que 2 petites semaines ont bouleversé nos vies. L'été, notre littoral est colonisé par un drôle d'animal. Au terme d'une longue transhumance, le plaisir, il rejoint ici les siens pour se délester des pesanteurs du quotidien. Il est plutôt joueur. Il parade. Et il se repose. Homo plagitus, c'est son nom. L'anthropologue Jean-Didier Urbain l'observe depuis des années. Il a remarqué que son comportement change dès son arrivée. C'est un moment important parce que c'est l'entrée sur la scène de lumière. Là, on sait qu'on est en pleine lumière sous le spot unique du soleil. Et il faut réussir son entrée quand même, parce que savoir où on va, avoir une bonne prestance, pas être trop pâle, pas être trop gros. Et là, on passe dans l'univers enchanté des vacances, c'est le paradis. Oups, c'est casse-gueule, hein. Vient ensuite le rituel de l'installation. Là, les rôles sont clairement définis. Il y a une famille, c'est intéressant parce que c'est l'homme, voilà, sous le regard admiratif de ses filles et femmes, qui installe ce qui est le centre de la tribu. Enfin, on crée un centre du monde en plantant un parasol, et c'est une tâche qui incombe toujours à l'homme. C'est pas une question d'habileté, c'est une question de tradition. Les frontières sont très très proches. On se demande qui va aller le plus loin entre le groupe d'à côté à gauche ou le groupe d'à côté à droite. C'est le paradoxe du porc-épic, quoi. Faut pas être trop près parce qu'on se tue, faut pas être trop loin parce qu'on a peur. C'est vrai que malgré la densité, les conflits de frontières sont rares. Au milieu de tous, Homo plagitus recrée sa bulle. Là, j'ai dessiné une scène extrêmement classique sur les plages, à savoir celle du couple quand il est au bord de la mer, comment il s'installe sur la plage. On n'est pas dans le face-à-face, on n'est pas de part et d'autre du parasol pour se regarder, on est de part et d'autre du parasol pour regarder dans la même direction. Et il regarde la mer comme on regarde la télévision ou comme on regarde un feu de cheminée. C'est toute une symbolique du couple regardant l'infini ou les îles lointaines et qui rêve sans doute à d'autres bonheurs qu'à celui du présent. Et dire que tout ça nous semble naturel. Sauf que nous ne sommes pas nés Homo plagitus, nous le sommes devenus. Nos vacances ont une histoire qui a commencé il y a 80 ans, avec l'invention des congés payés.
à cette époque un territoire inconnu pour la plupart des Français. En 1936, 80% de la population n'a jamais vu la mer. Quand j'ai vu la mer, j'avais le souffle coupé. On n'a jamais vu une étendue d'eau comme ça. Ça te fait une drôle d'impression. Hein. Pour ma famille, c'était l'an 1 du bonheur. Les congés payés, c'était le début d'une autre époque. Les congés payés ont fait de nous des bâtisseurs, des explorateurs, des navigateurs. Nous allons vous raconter comment il y a 80 ans, les vacances pour tous sont nées. Comment s'est installé sur le bord de mer un art de vivre dont nous sommes les héritiers. Tout commence en 1936. Les ouvriers n'ont alors pas droit aux vacances. Ils travaillent 48 heures par semaine, 6 jours sur 7, 12 mois par an. Une vie de labeur minée par une crise sans précédent. Mais, juin 1938, des millions d'hommes et de femmes, durement atteints par la misère et la crise, quittent le travail. Montée du chômage, baisse du pouvoir d'achat, les ouvriers se révoltent. Et occupent leurs usines. Nous lutterons jusqu'au bout pour la défense de nos revendications dans le calme et la dignité. Le voulez-vous, camarades? Oui! Dans les revendications hippiques! Tout le pays se met en grève. Des élections ont lieu en mai 36. Les Français mettent leur espoir dans un nouveau gouvernement de gauche, le Front populaire. Malheureusement, les photographes ne sont pas en grève. À sa tête, un homme plein d'humour, Léon Blum. Je crois que j'aurais assez bien résumé l'ensemble de nos vues en disant que nous voulons ranimer la confiance de la France laborieuse en elle-même. Rapidement, il réunit patronat et partenaires sociaux pour trouver des solutions. Et un mois plus tard, il fait voter les célèbres accords de Matignon. Augmentation de salaire, semaine de 40 heures, et puis les congés payés. Pour la première fois dans l'histoire, tous les Français ont droit à 2 semaines de vacances. Les opposants accusent Blum d'avoir créé le ministère de la paresse. Qu'importe, les Français se prennent à rêver. Nous aimons, mon mari et moi, beaucoup faire du camping, et jusqu'alors nous n'avions guère pu choisir pour en faire. J'espère que nous aurons aussi le soleil. À peine la loi votée, les Français fuient les villes. Par tous les moyens. On part, on s'en va, la joie dans le cœur, vers la campagne et le grand air, vers la montagne et vers la mer, vers le soleil et la santé. Pour inciter le plus grand nombre à s'évader, le Front populaire crée le billet de train congé payé, qui existe encore aujourd'hui.
Il accorde une réduction de 40% sur le trajet des vacances. En 1936, ils sont 600 000 à partir. Cette locomotive a permis à des milliers de congés payés de découvrir la mer. À Chaillevette, en Charente-Maritime, ces anciens cheminots remettent chaque été sur les rails ce train à vapeur pour emmener comme autrefois des touristes sur la côte atlantique. C'est des petites pelles, ça. Ah, c'est des pelles de retraités, hein. Les cheminots qui conduisaient les Français en vacances occupaient une place importante dans la société. L'équipe était très respectée. Quand ils faisaient leurs courses dans la ville, les gens qui les croisaient dans la rue leur tiraient le chapeau. C'est une chose qui m'avait frappé quand j'étais gamin et que j'allais faire des courses avec mon grand-père. Les gens, hop, voilà. On les appelait à l'époque les sénateurs du rail. Ceux qui conduisaient les machines les plus prestigieuses avaient le même salaire qu'un sénateur. Ce train, on l'appelait le train de plaisir. Mais certains jours, les cheminots l'affublaient d'un autre surnom. Le vendredi, quand les maris qui avaient laissé leur épouse au bord de la mer en vacances, quand ils revenaient les joindre, il y avait que des hommes dans le train et on appelait ça le train des cocus. C'était bon, on peut fermer. Voilà. Oh boy. You receive plenty of warning. Things like this. Be completely unsympathetic. Don't get discouraged. Don't stir it all. Conduire un train de plaisir, c'est tout un art. Et un travail d'équipe. D'un côté, il y avait le chauffeur. Et de l'autre, le mécanicien. Qu'est-ce que vous regardez? Là, on regarde la voie, qu'il n'y ait personne devant, qu'il n'y ait pas d'obstacle. Il n'y a pas de vache aussi, parce que de temps en temps, dans le coin, on en a qui se promènent. En empruntant ce train en 1936, le petit peuple se met dans les rails des grands de ce monde. Car jusqu'alors, ce sont les aristocrates et les bourgeois qui empruntent ce réseau. Développé au XIXe siècle par Napoléon III. Au bout des lignes, il y a le littoral et ses bains de mer. Une mode venue d'Angleterre. La plage est la chasse gardée de ceux qui ont du temps et de l'argent jusqu'en 1936. Reste que pour arriver jusqu'à la mer, qu'on soit patron ou ouvrier, il faut être patient. Vitesse de croisière, 30 km/h.
temps, ils avaient le temps, parce que si il allait là, ils n'avaient pas de place pour aller en vacances. Bon, ça devait être cool, plus cool que maintenant. Comment vous jugez le confort de ce voyage? Je pense que le fait de partir, c'était déjà super de pouvoir partir. Qu'importe le moyen et le confort à l'époque, je pense. Le confort de ces trains va rapidement évoluer. Car les chemins de fer vont développer leurs services pour séduire cette nouvelle clientèle dès 1936. Aujourd'hui, la voiture moderne, étudiée pour les grandes vitesses, offre le confort d'un salon. En toute place, tout y est fait pour le repos du voyageur, de jour comme de nuit. Comme chez toi, l'eau est bien chaude, la barbe vite expédiée. Et, tout au long d'un voyage, on y peut jouir du paysage toujours changeant des campagnes et des villes. Soucieux d'assurer le confort maximum aux plus petites bourses, les chemins de fer ont créé les wagons-bars. Un service parfait y est assuré aux voyageurs qui peuvent s'y rafraîchir et s'y restaurer à des prix très modiques et dans des conditions parfaites de confort. Le TGV numéro 854 321 en provenance de Rennes entrera en gare, voie B. Cette ligne, cela fait 80 ans que Bernard l'emprunte. La première fois, c'était grâce au congé payé. Il avait 5 ans, mais s'en souvient encore. J'avais cet émerveillement de la locomotive qui arrivait, cette énorme locomotive qui crachait sa vapeur, sa fumée, et c'est comme une attirance. Mais mon père qui me retenait par la main parce que je m'approchais le plus près possible, je voulais me faire envelopper par cette fumée et je m'enivrais de ça. Et pourquoi? On se demande pourquoi, mais c'était le voyage, c'était les vacances, c'est ça qui nous touchait le plus. Bernard fait partie des rares témoins qui ont connu le fabuleux été 36. Lui, il découvre le mot vacances à Saint-Malo, en Bretagne. C'est là que son père, employé de banque à Chartres, avait de la famille. Les congés payés, c'était le début d'une autre époque. C'est-à-dire on sortait du 19e, c'était quelque chose qui était pénible. Et les congés payés, ça a été une explosion de joie quand même. Parce que les familles qui étaient un peu dispersées se retrouvaient. Et c'était naturellement Saint-Malo, nous, pour d'autres familles. Et c'était la joie autour de la table du grand-père et de la grand-mère qui nous recevait et qui recevait ses petits-enfants. Ça a été, oui, quelque chose de nouveau. C'était tellement nouveau que la famille de Bernard vient à la plage habillée comme à la ville. À cette époque, 80% des Français n'ont jamais vu la mer. Mais quels sont ces femmes et ces hommes intimidés et hésitants qui pour la première fois découvrent la mer promise? Les congés payés arrivent sur la côte normande. En 1936, ces nouveaux venus ne sont pas encore des Homo plagitus. Pas de maillot, pas de serviette. Le bonheur d'une nouvelle vie suffit. Et ils en sont reconnaissants.
Citoyen Léon Blum, chers camarades, monsieur le député, merci pour les congés payés. un groupe de travailleurs. Respectons le souvenir des congés payés. Camarades des usines Renault et des galeries Lafayette. Le père des congés payés reçoit des centaines de cartes postales qu'il gardera dans ses affaires personnelles. Nous sommes enchantés de nos vacances. Nous ne pouvons que vous en remercier. Salut fraternel. Salut fraternel. Vive les congés payés. Vive les congés payés. Sur chaque pensée, 27 section de la SFI. On l'a pas vu, c'est ça. Allez, go. Allez, complète, c'est parti. À toi, Marie. Et à tu derrière. Oh, là, je suis encore plus que moi. On est où? Ok. Allez, team à toi. Non, c'est pas moi. J'ai gagné! Je peux vous filmer parce que le Tour de France me rappelle à quoi je jouais quand j'étais à peu près leur âge, et même plus tard. Alors je trouve sympa de retrouver ce souvenir-là, vous voyez, sur la même plage. En vacances, Bernard a pris l'habitude de tout filmer. Aujourd'hui, il s'intéresse au Tour de France, un circuit de billes qui a traversé les âges. On faisait des Tours de France à longueur de journée. Et je trouve formidable de retrouver des enfants et même des adultes qui jouent aussi au Tour de France. Et c'est la détente, hein. En fait, c'est les vacances. C'est là, ça vide l'esprit, ça. On fait pas autre chose. Alors, autre chose, c'est la pêche. Il fait peut-être de la pêche, le monsieur. Il a la pêche au coq. Parce que nous, on a la pêche au coq avec le petit seau et la pelle. C'est ça, c'est vraiment les vacances. La pêche, les jeux de plage, la mer. Et voilà. Que du plaisir. Et c'est le bonheur. En 80 ans, le bonheur s'est donc installé sur les plages comme une évidence. Je pense pas que les gens aient conscience du fait qu'il n'y ait jamais eu de vacances avant. Ça, c'est une certitude. Ils attendent que ça, ils font un an de travail, ils attendent leurs 5 semaines de vacances, ça c'est sûr. Mais je pense pas qu'ils comprennent le fait qu'un jour il n'y en ait pas eu et que des gens sont mal du penser. Je pense que les gens ont totalement oublié ça. Je vais faire ce plan-là. Ah, je vais avoir la chapelle derrière l'autre côté, là. Les images que Bernard s'applique à filmer enrichiront un trésor. Il a filmé toutes ses vacances. Les congés payés coïncident avec les débuts du cinéma amateur. Avec son argent de poche, Bernard s'était payé une caméra 8 mm. Et de temps en temps, il replonge dans ses souvenirs. Terrible, ah ouais, le générique. Je suis là avec mon père qui aimait être filmé parce que il avait ce goût du cinéma. Alors ça c'est vraiment des images de famille, de la grand-mère, le père, le bébé, là, oh là là. Je sortais la caméra pour filmer ces moments-là, qui étaient des moments précieux parce que je savais que je voulais les garder en souvenir. Donc j'avais le sentiment de vivre quelque chose de bien, puisque je voulais les conserver. Je faisais un striptease là. Voilà. Là c'est pas mal. Les maillots de bain, c'était pas les tissus de maintenant, ils nous donnaient des irritations, c'était épouvantable, hein, parce que l'eau de mer irritait cette laine-là, et c'était mouillé, ça restait mouillé longtemps, il n'y avait pas encore le nylon, c'est vraiment pénible, hein. Ah voilà, Armel, alors mon premier béguin, alors là, c'est super.
À l'adolescence, Bernard invente des scénarios de films. Ah voilà la scène du baiser. Alors là, oh là là, alors là c'était bon ça. Et il y avait Antonia qui en avait profité là, oui. On profitait du cinéma pour justement jouer un peu des séquences qu'on voyait dans les films professionnels, tout ça pour embrasser une fille. D'où la scène du baiser. Oui, c'est ça. Avec Armel, ça n'a pas marché. Mais c'est quand même en vacances à Saint-Malo que quelques années plus tard, Bernard rencontrera son épouse. L'histoire de nos vacances, eh bien c'est ça. Un coup de foudre entre les Français et la mer. Tout au nord de la France, il y en a pour qui cette histoire d'amour n'aurait peut-être jamais eu lieu sans un coup de pouce. Ils habitaient à l'ombre de ces terrils, dans le Nord-Pas-de-Calais. Ce sont les mineurs de fond. Ce jour-là, quand je suis remonté de la fosse, je me sentais le cœur léger. Bien sûr, ça fait toujours plaisir de rendre sa lampe. Mais cette fois-ci, c'était autre chose. Eh dame, c'est qu'il m'en arrivait une bien bonne. Je partais en congé pour la Côte d'Azur. Oui, figurez-vous que je m'étais inscrit pour l'Anapoule, sans trop y croire. Et puis mon nom était sorti au tirage au sort. Tu te trouves pas encore assez noir, me disaient mes camarades, qui traitent grillé au soleil, n'empêche qu'ils auraient bien voulu être à ma place. C'était promis, je leur enverrai des cartes postales et je leur raconterai tout en revenant. Chez les mineurs, on goûte aux vacances grâce au comité d'entreprise, qui propose des séjours à petit prix pour s'évader des corons. On part avec sa famille et puis ses collègues. Tout le monde est là, je vais faire l'appel. Hein. Simone, elle est là. C'est leur histoire. Madame Mourier. Oui, je suis là. Ah. Et Angela. Voilà, bah, tout le monde est là, c'est bon. Ces hommes et ces femmes travaillaient à la mine. Voidia nettoyait les lampes de mineurs. Aujourd'hui, avec ses anciens collègues, elle repart sur les lieux de ses premières vacances, à Berck-sur-Mer, sur la côte d'Opale. C'était nos premières vacances, comme tout le monde qui va la première fois à la mer. Tu étais ébloui, tu vois jamais la mer. Hein, c'est quelque chose d'extraordinaire. On était enchantés. C'était merveilleux pour nous, quoi. On savait pas où regarder, à droite, à gauche, et mettre les pieds sous la table. Hein. C'était quelque chose pour nous de nouveau, quoi. En plus de partir en vacances, les mineurs découvrent le confort d'un hôtel. Ils n'y sont toujours pas habitués. Les valises, on les attend pas. Non. Non, on va. Non, mais attends, vous attendez dans le hall. Cet établissement est une institution pour les mineurs. Le Regina est acheté par leur patron, les Houillères du Nord, pour qu'ils viennent s'y reposer le temps de leur congé payé. Il y avait tant de demandes qu'un tirage au sort était effectué.
Voïdia aussi était venu en famille. Alors, où est-ce qu'il est? C'est 206. C'est par ici, dans le fond du couloir, comme on a dit. Voilà. Ben voilà, c'est les chambres qu'on avait les autres années, hein, qui sont plus spacieuses et puis tout ça. Il fait chaud hein, dans la chambre. On peut ouvrir les fenêtres? Un peu d'air, s'il vous plaît. C'était un changement pour nous. L'hôtel, c'était plutôt pour des gens aisés, etc., quoi. Mais lorsqu'on est rentré dans un hôtel comme ça, bah, bien sûr qu'on a apprécié, mais on peut pas, celui qui a pas passé par là, il peut pas savoir ce que nous on a ressenti. On était contents, heureuses, voilà, c'était le bonheur. Oh ma belle Catarina Chichi, ah si j'avais su en ce temps-là. La joie des premières vacances est restée. Moi je pensais qu'il fallait que... Avec le temps, elle a juste pris des habitudes. Impeccable. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Déjà toutes les enveloppes écrites et puis timbrées. Regarde ma chérie. Tu vois? Arlette, Cécile, Marion, mon frère, Tatiana, ma petite fille qui est dans le Midi. Je vais acheter maintenant une carte postale Berck et puis beau temps, bonne bouffe, etc. Puis, c'est le geste qui compte. Ben oui, hein. Et un Mathilde, alors voilà, Mathilde. Les guerres pétillants Cassis. Ces anciens mineurs ont longtemps été les uniques pensionnaires du Regina. Ils y passaient leurs 2 semaines de vacances. Une vie de seigneur pour ces mineurs. Quand on venait ici, c'était le bonheur d'être comme les autres, de se faire servir, d'être soigné, d'être coucouné, d'être autre chose qu'un mineur de fond, et de se dire, moi aussi, j'ai les moyens d'aller en vacances, moi aussi je peux emmener ma famille dans un hôtel. Tu vois? C'est ça, c'est de dire, il y a autre chose dans la vie que les corons. Il y a le bonheur d'être à l'hôtel, d'être en vacances, de voir la mer, d'emmener ses enfants. Je pense que c'est ça, c'est d'être autre chose qu'un ouvrier. C'est les plus fortes marées en ce moment. Ainsi, l'ouvrier est devenu un vacancier. C'est magnifique. Il y en a un qui vient de plonger là. Je sais que le poisson arrive là, donc automatiquement il va chauffer. Moi je faisais le coup de foudre avec la mer. Quand j'ai vu cette étendue, là, je me suis dit que j'avais le souffle coupé. On n'a jamais vu une étendue d'eau comme ça te fait une drôle d'impression. Hein. Pour Voïdia, le coup de foudre avec la mer s'est finalement transformé en une histoire qui dure. Mais cette rencontre entre l'ouvrier et la mer ne s'est pas toujours passée aussi sereinement. Certains privilégiés qui mènent sur le littoral une vie mondaine voient d'un mauvais œil l'arrivée sur leur territoire de ceux qu'ils nommeront les salopards en casquette. La lutte des classes s'invite alors sur certaines plages et les journaux satiriques s'en font l'écho. Vous ne pensiez pas que j'allais me tromper dans l'homme humour que c'est bolchevique?
cette confrontation va durer et atteindre son paroxysme sur la Côte d'Azur avec l'affaire Santa Lucia. Santa Lucia, c'est le nom de cette crique près de Saint-Raphaël. Moi, c'est du plus beau. Un paradis sauvage, bordé par de très belles villas secondaires. Leurs résidents ont longtemps été les seuls à profiter de cette plage publique, jusqu'à l'arrivée des congés payés. Edmond, un ouvrier grenoblois en vacances dans la région, la fréquente pendant 6 étés. Jusqu'au jour où lui et sa famille deviennent indésirables. Un jour, on n'a plus pu aller à la plage et copropriétaire avait fait construire un mur et avec une porte blindée. Sur cette porte, les riverains écrivent à la craie les horaires d'ouverture de cette plage, qu'ils considèrent la leur. On a fait sauter avec le pied de biche, puis après ils avaient mis une chaîne avec un cadenas, et bon, nous, avec une pince, on a fait sauter la chaîne. Et puis bon, le matin, quand la porte était fermée, on retournait, on l'ouvrait, et puis à midi, on allait monter la garde, on allait pique-niquer là-bas, pour pas qu'ils referment. Je suis propriétaire d'une toute petite maison, je crois que c'est la plus petite du parc, qui sont au bord de la mer. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vouliez au départ empêcher? Non, le problème n'est pas d'empêcher, le problème est de limiter, si vous voulez, l'envahissement par des gens quelquefois indésirables, quelquefois charmants d'ailleurs. Nous avons de très bons amis qui viennent ici, bien entendu, parce que nous avons souvent... Ce propriétaire ne s'est pas fait que des amis. On fait voir le mur de Berlin, mais celui-là aussi. Mais nous payons les impôts, nous, madame. Nous payons... Mais, et nous, madame, nous les payons 2 fois, les impôts. Vous les payez, mais parce que vous êtes riches. La lutte n'en reste pas là. Les vacanciers manifestent leur colère à la mairie. Ça dégénère. Un collègue d'Edmond est arrêté et il passera 3 jours en prison. Mais à sa sortie, le combat pour l'accès à la mer est gagné. Alors le droit au congé payé, on l'avait acquis, mais après le droit d'aller à la mer, on nous coupe les accès. Alors ça, c'était vraiment inadmissible. Ça, on n'a pas supporté. Bon, alors voilà, on s'est battu et on a gagné. C'est déjà quelque chose, hein. Je pense que Santa Lucia a participé beaucoup à cette libération de l'accès à la mer. Des combats contre la privatisation du littoral, il y en aura d'autres, surtout en Méditerranée. Grâce à eux, il souffle sur le bord de mer un vent de liberté. Cela est peut-être difficile à croire, mais cette voiture aussi a participé à la libération de nos vacances. D'ailleurs, ce n'est pas une voiture, c'est un mythe. La 2 chevaux est la première voiture populaire de l'histoire. La voiture pour les congés payés. C'est d'ailleurs en 1936 que son prototype est dévoilé.
mais elle ne sera commercialisée que bien plus tard. Car la guerre éclate. Tout ce que les congés payés avaient commencé à bouleverser dans notre société s'arrête en 1939. Évidemment, on ne part plus en vacances. Certaines côtes sont ravagées par les batailles. Après la guerre, pour relancer l'économie, on mise sur l'industrie. Ainsi, la 2 chevaux sort des usines en 1948. 4 roues sous un parapluie, qui vaut 3 fois moins cher qu'une traction. Son prix équivaut quand même à 2 ans de salaire d'un ouvrier à l'époque. Les Français l'adoptent pour partir à nouveau en vacances. 2 chevaux, l'amour toujours. Aujourd'hui, elle est devenue un objet de collection. Denis est passionné de chevaux. Il y a 2 klaxons de cette voiture, klaxon ville, klaxon campagne. Une petite pression, c'est la ville, une grosse pression, c'est la campagne. La deuxième qui se met en marche. Elle a été différenciée par ça, par le son klaxon aussi. Je partais avec mes parents en vacances avec une 2 chevaux comme celle-ci, à 5 dans la voiture avec les bagages sous les sièges, la table de tente sous les sièges. Et c'était d'aventure. Et j'avais mon petit frère qui était au milieu, parce que sur cette voiture, il y a une barre au milieu. Et comme c'était le plus petit, il était tout le temps au milieu pour que mon père voit bien dans le rétroviseur ce qui se passait derrière, et criait sans arrêt, parce qu'il avait la barre qui lui rentrait dans le derrière. Avec sa femme Betty, ils sont là pour revivre une tradition des vacances dont on se passerait pourtant bien. C'est pour le bouffonner, donc. À La Palisse, dans l'Allier, ces passionnés de vieilles voitures font exprès de recréer un embouteillage sur la fameuse Nationale 7 qui mène en Méditerranée. Elle commence mal les vacances. Ça commence mal, oui. Vous dites, si on arrive à sortir de ce bouchon, encore une dizaine d'heures et puis c'est bon. Eh oui, avant les autoroutes, avant Bison Futé, tout le monde était obligé de se croiser dans les petits villages qui jalonnaient la route des vacances. Deux chevaux, Dauphine ou 403, l'automobile se démocratise. Après la guerre, plus de la moitié des Français part en vacances en voiture. Premier drame de la route. Premier contrôle routier. Le tribunal de police se déplace jusque sur le bord de la route. Bonjour messieurs, dames, vous m'allez régarer. Xavier est chauffeur routier dans la vraie vie. Alors, ça trompé, vous n'êtes pas dans le bon sens, messieurs, dames. Madame, retournez votre carte, vous verrez, vous y verrez mieux. Voilà, retournez votre carte. Encore un tour, encore un tour. Voilà, vous faites demi-tour au bout, vous verrez au carrefour, vous pouvez revenir. Bon courage et bon voyage. Oui, la mission de la gendarmerie aussi, c'était ça. C'est-à-dire renseigner les gens, c'était voilà, les gens, bon, la dame avait sa carte à l'envers, donc forcément elle montait sur Paris, ça c'est normal. Mais le gendarme aussi c'est ça, c'est renseigner les gens, aider, porter secours. Faites attention madame, que votre bateau ne s'envole pas sur la nationale. C'est moi qui l'ai attaché en plus. Ah, c'est vous qui l'avez attaché.
Alors vous stationnez au parking à la sortie de la ville, vérifiez le serrage. Bon voyage. C'est une époque que j'aurais aimé vivre. C'est l'ambiance, c'est quelque chose qu'on ne connaît plus aujourd'hui. Parce que maintenant, dans les bouchons, chacun dans sa voiture avec la climatisation, au téléphone souvent, et puis voilà, point barre, il n'y a pas cette convivialité qu'il y avait à l'époque. Ah, monsieur est en panne. Vous avez fait où vous avez le contact, monsieur? On n'a pas le contact facile, nous, on n'est pas comme la marée chaussée. Et la marée chaussée, pourquoi vous aider à pousser un peu? On n'est pas là pour ça. Enfin, monsieur, vous entravez la circulation pour une erreur bête. Ah, bah voilà. Il y a deux maladies dans les bouchons. Il y a la voiture qui chauffe, vraiment, qui dégueule l'eau, qui fume, etc. Et puis il y a le vaporlock. Le vaporlock, c'est tout simplement l'essence. Le moteur est tellement chaud que l'essence s'évapore avant d'arriver au carburateur. Voilà. Ce qui fait que ça démarre pas, il n'y a plus d'essence, elle s'est évaporée avant. Alors il y a plusieurs techniques, il y en a qui mettaient des serpillères autour, on la rafraîchit avec une bouteille d'eau, etc. Voilà. Mais c'est les grosses pannes des bouchons, c'est ça. C'est tout dû à la chaleur du moteur. Allez, jusqu'où comme ça? Allez, hop. Denis n'a pas rencontré de problème avec sa 2 chevaux. Il y a un proverbe qui dit, quand on part en Citroën, on vient avec de la peine, mais on revient quand même. Voilà. C'est pas le cas des Renault. Je vais m'abstenir pour le reste. Parce que si vous connaissez peut-être le dicton pour les Renault, on part à Renault, on revient à vélo. Les congés payés nous ont laissé en héritage ce chassé-croisé. Direction la Méditerranée. Beaucoup de ces automobilistes vont cultiver un art de vivre très prisé des premiers vacanciers. Grâce à leur voiture, ils pouvaient aller n'importe où et s'installer n'importe où. C'est comme ça que s'est développé le camping. Bon, il est bien en façon. En tous les cas, il est plat. Il est ombragé un petit peu. Sophie et Samir ont leurs habitudes ici, à Bormes-Mimosa. Et ben les tentes, il faudrait mettre la grande tente ici et la petite des enfants à côté là-bas, non? Le camping d'aujourd'hui, comme celui d'hier, commence toujours pareil. Ça s'appelle l'enfer du montage de tentes. Je pense qu'on s'en fout. Malgré les efforts des fabricants. Ah non, ça c'est les chantes, c'est là-dedans qu'il faut enfiler les machins. Attends, mais elle est à l'envers ou quoi? Ça reste une galère. Attends, là il faut des hommes, je crois. Hein. Il faut plier là. Attendez, on va les prendre côté par côté. Voilà. Enfin, c'est les mises? Ça marche avec les sons. Attends, il y a mon truc qui se passe. Nickel. C'est bon. Sophie et Samir ont fait appel à leurs amis. C'est une question de survie. C'est une grande survie, c'est pas un truc qui m'amuse. Après, ça dépend à l'heure à laquelle on l'a fait, quoi. Si avec la fatigue, la route et tout ça, et quand on arrive, après il faut encore monter la tente, c'est galère. Après, des fois il y a des risques de dispute. C'est vrai que vous êtes là. Après, quand on est avec du monde et comme ça va, c'est convivial. Ça se monte rapidement. Le montage et le démontage, c'est pas très rigolo, mais une fois qu'on a installé, c'est quand même sympa, ouais. Il n'y a pas de ménage à faire. Il n'y a pas trop de vaisselle, pas de cuisine. On fait le minimum. On change les habitudes annuelles. Et ça fait du bien de faire une coupure.
Et l'élastique, tu l'attaches sur l'anneau qui est au-dessus. Attends, enlève-toi dessus sur l'anneau. Le camping est par essence un mode d'hébergement peu coûteux. Mais ce qu'on ne sait pas toujours, c'est qu'il est développé par les aristocrates anglais. À la fin du 19e siècle, ces nantis se passionnent pour cette vie chiche au milieu de la nature. Le camping est un sport haut de gamme, même en France, où on voit circuler les premières caravanes. Quand tous les Français se mettent à partir en vacances, faute d'infrastructures sur le littoral, il devient populaire. On s'installe partout. Un code du campeur est alors édité. Il fait sourire les journalistes. Pour être de parfaits campeurs, il ne suffit plus de posséder un short de bonnes jambes et quelques bidons. Il faut désormais se plier au règlement et se munir d'une carte d'identité, d'une licence de camping, d'une police d'assurance contre l'incendie d'une valeur de 5 millions et d'un récépissé de... Est-ce que ça suffira, monsieur le garde champêtre? Eh oui, ne plantez pas votre temps sur un terrain en pente. Ne vous installez pas auprès d'une voie de chemin de fer. Il suffit parfois d'un souffle. N'imitez pas ces errants perpétuels qui n'ont pas su mettre en pratique les sages conseils que nous venons de vous donner. Dormez paisible sous l'étiquette du campeur officiel. À Bormes-les-Mimosas, le camping de Sophie et Samir a lui aussi commencé de façon anarchique. Imaginez qu'avant, ici, il n'y avait rien. Sauf cette grande demeure au fond. Elle appartenait à Régis Defour, un riche industriel stéphanois. Voici ses héritiers. C'est la base, tu vois, les gens ils étaient où ils pouvaient, là, ils faisaient leur remplacement. On leur donnait une pelle et une pioche et ils faisaient leur remplacement. Cette propriété qui était immense quand même, plusieurs pas mal d'hectares, était absolument vide de tout, puisque c'était la fin de la guerre. Donc à ce moment-là, certaines personnes ont vu la plage vide, sont venus s'installer devant la plage, comme ça ils ont monté une tente. Il y en a eu une, puis 2, puis 10, et puis 50. Et voilà, c'était du camping sauvage. Le bouche à oreille faisait qu'il y avait de plus en plus de personnes qui s'installaient sur une propriété privée. Ce fou a dit, mais c'est pas possible qu'on reste comme ça. Donc il a demandé à son régisseur d'organiser un terrain de camping sécurisé, avec des gens qui payaient peut-être pas d'ailleurs au départ, mais enfin au moins qui étaient au moins sécurisés et canalisés. On savait où ils se mettaient, on les installait même, puisqu'on a fait des emplacements spéciaux pour qu'ils soient à l'ombre ou voilà. Et donc c'est ça le début du camping, réellement. C'est ça. Ça c'est la première supérette. Voilà. Aujourd'hui, Anne et ses frères dirigent ce camping. De la sortir, regarde, les gens... Pour le pain. Non, pour tout. Pour le pain le matin. C'est sûr qu'on aurait du mal à envisager partir maintenant 15 jours enfin c'était quasiment désertique, il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, il fallait aller à pied chercher l'eau à la supérette. C'est sûr que maintenant on part à l'autre bout du monde sur des îles pour avoir des expériences pareilles, alors que à l'époque il fallait juste faire 400 km, mais ça change. Cette famille aurait très bien pu vendre cet immense terrain les pieds dans l'eau à des promoteurs immobiliers. Mais elle a refusé les offres. Car elle aussi a attrapé le virus du camping. C'est toujours intéressant de regarder les installations de chacun. Anne y a passé toute son enfance. Chaque campeur essaye de personnaliser sa place. C'est assez extraordinaire parce qu'ils sont là 15 jours ou 3 semaines et ils décorent leur emplacement comme si c'était chez eux en fait. Et
Chaque année, ils amènent des nouveautés. Eux ont amené des petits lumignons. Il faut qu'ils se sentent chez eux. C'est un village enchanté, en fait, parce que tous les gens sont heureux d'arriver. Et il y a une convivialité qui se crée, même avec nous, en tant que responsables du camping. C'est vraiment agréable de travailler. C'est un job sympa que vous avez. Tout à fait, oui. Le camping est un autre terrain d'observation de l'anthropologue Jean-Didier Urbain. Cette fois, c'est l'habitat d'Homo plagitus qui l'intéresse. Génial ça. Ah ouais, la vache. Là, on voit bien que le plaisir du campeur, on se construit une cabane au fond de la forêt, quoi. C'est pas une cabane d'enfants, c'est une cabane d'adultes, mais c'est quand même un jeu de jouer à la cabane, quoi, au milieu de la forêt. Et ça, c'est ce qui fait effectivement la poétique, enfin, ou la poésie du camping, ça c'est clair. De la plage jusqu'au camping, on est dans cette même logique de partage, d'installation, de Robinsonade, quoi. Ce sont tous des Robinson Crusoe là, qui sont installés, ils ont construit leur forteresse, ils ont construit leur maison, et on est tout à fait dans le rêve Robinson Crusoe là. Un rêve que certains Robinson vont abandonner, rattrapés par leur habitus. Et ils préfèrent transporter leur maison. La caravane, elle est liée à la révolution automobile. C'est-à-dire c'est ce moment où le campeur peut acheter une automobile qui lui permet de tracter une tente dure en quelque sorte, qui est une pièce roulante, effectivement, qui n'a plus rien à voir avec, je dirais, l'architecture molle qui est une tente, enfin, qui se détruit, qui peut s'effondrer au premier coup de vent, etc. On n'est plus dans ce fameux jeu de la hutte, la construction de la cabane. Ici, on n'invente plus rien, on s'installe. Donc, c'est pas la même expérience de la liberté. Il existe ici un lieu que seul un anthropologue spécialiste des vacances peut observer comme il le fait. Les sanitaires. C'est vrai que ce lieu, a priori, on pourrait dire que c'est un lieu à part, pas forcément essentiel. Alors en fait, c'est exactement le contraire. Tout le monde vient chercher de l'eau, tout le monde a besoin d'eau douce pour se dessaler après le bain, tout le monde a besoin d'eau douce pour faire sa vaisselle, pour se laver. Et puis en même temps, c'est un lieu de rencontre qui, moi, en tant qu'anthropologue, me fait un peu penser à ce qu'était la fontaine dans les villages de jadis. Un lieu où on se rencontre aussi, où il n'y a pas que s'approvisionner, on vient aussi rencontrer l'autre. Ce modèle d'habitat pour les vacances, Homo plagitus, y est fidèle. Le goût du camping se transmet de génération en génération. Moi, je fais pas gaffe. Non, c'était ça, j'en ai plein. Mes parents avaient même ramassé ça en Espagne aussi. Ah ouais, en Espagne. C'est le cas pour Sophie et ses amis. On était 5 avec moi. Après, il faut à 10h, il faut faire ça. Depuis tout petit, j'étais baigné en camping. Mes parents, c'est toujours été camping en Bretagne, camping. Je crois qu'une fois qu'on l'a dans la peau, je crois qu'on aura encore quelques années au camping. Je suis professeur des écoles dans un lycée français en Afrique du Sud. Et donc, dès que l'école termine, hop, je reviens au camping. Et c'est vraiment, j'ai besoin de me ressourcer, de me reposer. Et pour rien au monde, en fait, je manquerai mon rendez-vous camping. Alors les collègues rigolent, elles disent « Ah, elle va au camping !» Donc, et c'est ça qui est très drôle. Et en fait, moi, j'ai besoin de ça. Cet héritage des congés payés est aujourd'hui le premier mode d'hébergement des vacanciers. 6 millions de Français sont adeptes.
Sur la façade atlantique, l'accueil des estivants s'est géré tout autrement. Les Sables d'Olonne, c'est l'une des principales stations balnéaires françaises. Quand les vacanciers ont débarqué, tout ceci appartenait encore aux pêcheurs. Au début, ils se sont quand même un peu sentis envahis. Ils leur ont bien vendu du poisson. Mais ils ont surtout eu une brillante idée, leur louer leur maison. Alors c'est quel numéro? C'est le 30. Voilà. Marie-Thérèse et Catherine ont passé leurs premières vacances ici. La première fois où nous avons première arrivés en vacances, c'était ici. Chez Victoire et Rodolphe Boulanger, au numéro 30 de la rue de la Sous-Préfecture. Bonjour mesdames, bonjour Victoire. Qu'est-ce qui vous amène? Est-ce que vous me reconnaissez? Bien sûr, vous faisiez des locations chez moi. Allez. Et dis-moi, moi je vous aurais bien reconnu, vous n'avez pas changé. Oh là là là. Non, pas du tout. Oh là 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 là, que c'est pas du tout. Victoire était mariée à un pêcheur. Tous on louait parce qu'on avait besoin de louer, hein. Parce que ça nous faisait quand même un petit rapport. Et ça nous permettait à nous de venir en vacances. Voilà. Parce qu'en plus, c'est vrai. Puis c'était un mois. Oui, c'était un mois complet. Un mois complet. Ah ouais. Ah oui, c'était. Ouais. J'ai des souvenirs. De quoi, ma fille? D'une porte en bois qu'on mettait là, des volets qu'on mettait là, et puis on faisait sécher les anchois. Ah, ouais. Et puis quand on repartait en fin de mois, on partait avec notre bocal et anchois bien rangés. Puis de sardines. Sardines salées. Des sardines salées. Moi je m'en souviens bien. Victoire cohabitait avec ses estivants pendant les vacances. Mais ce n'était pas le cas de tous les pêcheurs. Certains ont eu la très bonne idée d'utiliser leur sous-sol. Car derrière ces fenêtres basses, typiques du quartier, se cache une deuxième maison. Alors l'été, quand ils louaient le haut aux touristes, ces pêcheurs déménageaient en bas. C'est la maison où on est allé après. Voilà. En deuxième. Madame Davio. Alors nous, et on donc, était logés on rentrait là. Oui. Catherine et Marie-Thérèse ont loué le haut. Tiens, Pierrette. Salut, comment vas-tu? Pendant qu'au sous-sol, C'est Pierrette. Comment vas-tu, Catherine? Écoute, ça va bien. il y avait Pierrette et toute sa famille. Ça faisait un bail, hein? Ouais, ça. Je crois qu'on peut descendre. Ouais, on peut descendre. Oui. Allez-y. Allez, fais attention à ta tête. Oui, je sais qu'il faut baisser la tête. Ben oui, parce qu'avec les grands rebords... Eh bien, là, c'est sacré souvenir. Moi, j'ai souvenir que là, c'était là où il y avait un lit autrefois. Ah ben sûrement pas, tu te trompes, ma belle. Il y a une période, si. Tu te trompes, ma chérie, parce qu'ici, il y avait 6 lits pour tous les papotes, c'est-à-dire les enfants en français. D'accord, oui. Alors, t'avais mes cousins qui dormaient ici. Oui. T'avais ma cousine qui dormait là. D'accord. T'avais mon autre cousine qui dormait ici. Oui, tout à fait. Et quand ils avaient trop chaud, ben, ils se tiraient par là, tu vois. D'accord. On s'en allait sur la Quand plage. effectivement ta tante descendait. Et mon tonton avait fait un grand lit ici, tu vois, tout en bois avec du bois de bateau. Ah oui. Et c'était comme une couchette de bateau. D'accord. Et t'avais ma tante et lui qui couchaient, enfin lui quand il était à terre. Oui, c'est ça. Et là, ils avaient leur... bon, ben ça, c'est l'original. Oui, ça, je m'en souviens bien. Ici, c'était une petite cour. Tu te souviens Oui, alors, on descendait par là, et ça donnait à côté chez Berthe, et tu sais bien qu'on se parlait. On se parlait, voilà. Et on avait les fils pour le linge qui étaient en l'air. Oui, c'est ça. Avec des poulies. Et puis ça envoyait le poisson par des paniers. Oui, on faisait passer le poisson par les paniers. D'une cour à l'autre. C'est vrai. Comment on vivait au sous-sol? Comme tu vis dans une maison, dans des pièces normales. Et puis tous ces gens-là, bon, je parle de ma grand-mère, mon grand-père, tous les gens du quartier. Bon, ils continuaient leur vie. Mais ce qui était agréable et intéressant, avec des gens par exemple comme eux, parce que t'avais des abrutis aussi, hein, faut bien le dire, hein, c'est qu'on a noué au fil des temps une amitié très solide.
Et quand les marins arrivaient, tu sais, avec leurs sardines, par exemple, on faisait griller les sardines dehors. Alors ils montaient ça de leur cave, et puis t'avais les papotes, alors les papotes c'est les enfants, on s'appelait des papotes, ils venaient tous s'asseoir, tu vois, dans les marches, pour discuter, pour s'amuser. Et après on se retrouvait sur la plage. Pour rien au monde, je crois que ma maman, si une année on s'était trouvé sans location dans le quartier, eh ben elle a préféré venir en sous-sol que changer de quartier. Pour elle, c'était son Suzelle, là. Je revois ma tante, je revois tout, là, tu vois. Et à chaque fois, ça nous fait un petit pincement au cœur. Et ça nous fait envie de retourner en arrière. En séjournant sur le littoral, les premiers estivants ont ainsi rencontré ceux pour qui la mer est un travail. Les pêcheurs leur ont fait partager leur passion. Ces bêtes bizarres, les Français se mettent à les débusquer. Pêche à pied, à la canne, et parfois directement avec les professionnels. Comme ici, sur la côte languedocienne. Dans la station balnéaire de Gruissant, les pêcheurs se sont servis des touristes comme main-d'œuvre. Une tradition qui se perpétue. On fait les deux équipes là. David il va là-bas avec Lisa. L'autre équipe là, William, tu te mettras avec eux. Français, Coutine, bonhomme avec toi. Chloé, ma fille, se chargera de ce bras. Ces vacanciers participent à une pêche à la caluche. Une tradition qui nécessite beaucoup de bras. Voilà pourquoi Jean-Jacques fait appel à eux. La caluche, ça consiste tout d'abord à déposer un filet le long du rivage. C'est un filet qui mesure 300 mètres et qui est monté avec des plombs et des bouchons, bien sûr. Une poche au milieu que je suis en train de poser là. C'est là où le poisson rentrera. Attention, hop là. Ce filet va former un gigantesque piège à poissons que petit à petit, les vacanciers sur la plage vont ramener sur le bord. Allez, on s'attache les uns après les autres. Tu mets là, je vais te montrer. Là, recule, vas-y. Tu recules, vas-y, recule. Voilà, tu peux aller en arrière. Allez, oui, allez. Il est pas trop bon. Merci, Allez. Hey, Kali vient nous aider en plus. Ça a l'air facile, non? Non, pas du tout. Faut avoir des muscles parce que c'est dur. Il y a qui lâche, je lâche. Est-ce que ça donne envie de devenir pêcheuse? Ouais, je lâche. On est venu me dire, ah, il y a une pêche à la machin, à la caluche. Alors j'ai demandé qu'est-ce que c'est, on dit, ah, c'est un truc avec les deux cordes. Je dis, ah, j'ai déjà fait une fois, c'était rigolo. J'avais bien rigolé. C'est une pêche très près du bord, tout le monde peut participer, donc on est en contact avec leur métier pour une fois, quoi. Je trouve ça cool. On attire toujours le monde.
que ce soit des touristes ou des gens de la région. Ça me fait plaisir de leur parler un peu de la pêche, des poissons et tout ça. Tirez le plomb, monsieur. Moi, ça me fait plaisir de partager notre savoir. Essayez de lâcher l'un après l'autre. Comment ça fausse tout. L'un après l'autre. Ce n'est pas parce qu'il travaille avec des touristes que Jean-Jacques les ménage. Voilà, il faut rester là. Alors, restez là. Personne dans l'eau. Restez là. Pour réussir cette pêche, les deux équipes doivent être parfaitement synchronisées. Viens vers moi, Guy. Viens vers moi un peu, vous aussi, les plombs. Voilà, quand on sèche là, c'est pour ramener quelques plus sèches. Quelqu'un peut m'aider. Alors là, c'est quoi? Là, il y en a plein, venez m'aider. Beaucoup de sorel et de lys. Et un peu de poulpe. Ah, il ouvre la bouche et tout. C'est une expérience un peu chelou. Aïe, c'est pas ça. Regarde, je ne le lâche pas. Alors là, j'ai fait exactement la même chose. On venait sur la plage, on était contents que les vieux pêcheurs nous apprennent à tirer le poisson et tout ça, à participer. Et après, chaque 10-20 ans, on retrouvait des gens qui ont grandi et qui ont toujours participé. Alors ceux-là, on les retrouvera dans 10 ou 15 ans et ils pourront faire pareil, retransmettre à d'autres. Ces drôles de bêtes, les touristes ne se sont pas contentés de les pêcher. Ils les ont aussi goûtés. Au sortir de la guerre, les produits de la mer sont des mets peu connus. Pour le développement de la consommation du poisson, des crustacés et des huîtres, une exposition gastronomique est organisée pour la première fois dans le cadre du Salon Nautique. Son but est de faire déguster et apprécier tous les produits de la pêche française. Un grand nombre d'espèces de poissons et de fruits de mer sont ainsi présentés à M. Collin, ministre de la Marine marchande, qui inaugure cette exposition au cours de laquelle plus de 6000 recettes culinaires sont offertes au public. Des restaurants de poissons ouvrent sur le bord de mer pour les touristes. Nouveaux produits, nouvelles saveurs. Allez, tu me montres, Béla? Moi, j'en ai quelques-unes portions qui peuvent te faire à l'affaire. Je les pèserai après, moi. Les pêcheurs trouvent un nouveau débouché économique dans ces restaurants de bord de mer. Si, c'est bon. Je trouve la même. C'est bon là, non? Allez, va faire. Ça te va, moi aussi. Merci beaucoup. Bonne journée. Christine est une chef réputée de la région. Elle ressuscite de vieilles recettes de poissons que l'on servait dans les années 50. Et combien t'en mets par personne, hein? Par personne, j'en mets 10. Ça fait 40 morceaux puisque tu la coupes en 4 ou en 5, bon, peu importe, voilà. Et je me passe là-dessus. Ces plats, elle les apprend avec d'anciens restaurateurs comme Jean-Pierre. Lui, du rien, il fait des choses extraordinaires. Il m'a appris plein de recettes. Et quand ma fille a décidé qu'on prenait un restaurant, on a dit, eh bien, on va faire les recettes que les vieux nous ont appris. La cuisine n'est pas payée, mais c'est la meilleure recette de cuisine. Même les grands chefs dans les restaurants, ils font n'importe quoi, avec des sucres salés, tout ça, je le critique. Il faut inventer. Aujourd'hui, bourrique d'anguilles. Voilà. Le jus tu le pain qu'on va le mettre dans la sauce ici. Oui, On le met dans la sauce c'est aussi? ça, oui, on va le mettre dans la sauce. Quand ça va bouillir, on peut le Allez, on va peler l'ail. C'est une sorte de ragoût de poisson inventé après la guerre. Allez, à table, les filles. On va goûter ça pour voir. Ce plat n'a pas toujours été au goût des estivants. Christine fait un test avec ses serveuses. La difficulté de l'anguille, c'est son arête centrale.
Alexia n'est pas d'ici. C'est pas bon, hein? L'arrête, non, elle y arrive pas. Elle y arrive pas. Ouais, c'est très bon, hein, mais l'arrête à manger, tout, c'est spécial. C'est des touristes, hein. Tout ce qui est poisson, vraiment, je découvre. De la lisse à la bourrée des dinguilles. Certains plats sont spéciaux, on n'a pas l'habitude. Comme le crabe, c'est très fort. La soupe de crabe, suivant si les gens ils arrivent du Nord, on y met de la crème dedans. On le marque sur le blanc, on va marquer la crème en plus. On leur dit ça va être trop fort, vous n'allez pas apprécier, on va mettre un petit peu de crème parce que, et effectivement, il leur faut la crème. Parce que si tu mettais que la soupe comme ça, pour eux, c'est trop fort en goût. C'est dingue, hein? Ça n'était pas gros. Ah ouais, c'est bon. Mais putain, la fiancée, ce soir, c'était pas les cerveaux de tout. Apprendre le goût de la mer, ce n'est pas immédiat. Il y a en revanche une habitude que les vacanciers n'ont pas mis tant à intégrer. Le farniente, de l'italien, ne rien faire. Dans cette activité, Madame Homoplagitus a adopté presque unanimement une tenue dont l'histoire est mouvementée. Ici, on est tout aussi dévêtus, mais ce n'est peut-être pas pour nager, c'est plutôt pour se faire voir. 1946, piscine Molitor à Paris. C'est lors de ce défilé de maillots de bain que le premier bikini de l'histoire apparaît. Ce maillot est si petit qu'il rentre dans la boîte que cette mannequin tient dans la main. Et ça, son créateur, Louis Réard, voulait que ça fasse. Bikini, c'est le nom de cet atoll du Pacifique où les Américains ont testé la bombe atomique. Louis Réard choisit de nommer ainsi sa marque, passée dans le langage commun. Piscine Molitor, aujourd'hui. Le nombre de personnes qui ont voulu me l'acheter, c'est hallucinant. Ghislaine Raillet et Patrice Galoupeau sont deux passionnés de l'histoire des maillots. Et c'est toi, Miss Réard, hein? C'était le maillot des Miss. Ouais, c'était le maillot de la Miss. En ce moment, ils écrivent un livre sur le bikini. On se rend pas compte hein, à quel point c'était petit. Il est vraiment incroyable ce maillot. Ce qui crée le scandale sur le terme bikini, c'est que le nombril est apparent, et ça, pour les codes de bonne séance de l'époque, c'est vraiment pas possible. Et lorsque Louis Réard donc montre son bikini en juillet 46, il fait un coup médiatique, mais en fait, ça ne prend pas. Je veux pas dire que c'est dans l'indifférence la plus totale, mais pratiquement, on n'en voit pas, on ne voit pas de photos dans les magazines, on en parle peu, et de toute façon, lui, au niveau des ventes, ça ne fonctionne pas, parce que les femmes ne sont pas prêtes pour se dévoiler ainsi. Donc en fait, ça c'est 46, mais ça c'est 46 également, c'est 47, c'est 48. Nous sommes juste après la guerre. Les maillots que portent les femmes sont à l'image de leur libération. Qui ne fait que commencer. Elles viennent à peine d'obtenir le droit de vote. Mais elles restent sous la tutelle d'un homme pour de nombreuses démarches,
comme l'ouverture d'un compte en banque. Sur la plage, il faut attendre 1953 pour qu'une femme ose défier la morale, et c'est Brigitte Bardot. Grâce à elle, les femmes se mettent enfin à découvrir leur nombril. Moi, je me souviens, j'ai eu mon premier bikini à 18 ans. Mes parents m'interdisaient d'en porter auparavant. Et la première fois que j'ai porté un bikini, j'étais super fière. Pour moi, c'était vraiment un acte de libération. Quelque part, je rompais les codes de la société où on nous avait quand même enfermés. On n'avait pas le droit de sortir les bras nus. C'était interdit, on ne sortait pas en train. Vous voyez. Donc, il y avait tellement de codifications qu'on ne peut même pas imaginer que finalement, c'était un sentiment de liberté. Plus la femme se libère, plus son maillot rétrécit. Alors quelques années plus tard, ça donne ça. Et ça ne va pas être simple. On ne peut pas, comme ça, se promener dans la rue. À Saint-Tropez, on invoque l'article 330 sur l'atteinte à la pudeur pour interdire le monokini. Le monokini est interdit. Il l'est par un décret. Je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Je l'ai appris d'ailleurs par la gendarmerie, mais moi j'y peux pas grand-chose. Je ne suis qu'un plagiste. Je peux les empêcher de faire des choses interdites, ou des choses qui soient contre la loi. Mais précisément, c'est contre la loi, est-ce qu'on est sans soutien-gorge? Bah oui, je l'ai appris récemment. Moi, ça m'avait jamais choqué, je m'en étais jamais rendu compte. Chacun a son opinion, mais alors moi, pour le mien, je trouve ça un peu pas tellement bien. Est-ce que vous le feriez? Ah non, pas moi, surtout pas dans les enfants. Comme ce matin, quand on est arrivé, on a vu une personne vraiment toute nue qui faisait sa gymnastique. Vraiment, c'est... Dans les enfants, ça nous dépasse. Vous voyez, j'ai ma fille, moi, qui a 10 ans, qui m'a dit, maman, tu veux pas te mettre comme ça? Alors... Est-ce que vous avez l'impression d'être indécente? Pas du tout. Non, l'indécent, je trouve qu'il est indécent de se promener dans Saint-Tropez en maillot de bain, en ville. Et sur les plages, on peut être même nuit, c'est pas gênant du tout. Je suis venue en vacances pour me faire bronzer, bien sûr. Et j'ai trouvé ça tellement agréable de pouvoir se mettre à l'aise, se faire bronzer torse nu, que personne ne vous remarque. Je trouve ça terrible. Vous voyez, je l'ai fait dès le premier jour, je ne pense pas avoir de marque. Je trouve ça vraiment très très agréable. Ah, les marques. Le bronzage, c'est aussi une pratique héritée des congés payés. Une mauvaise habitude qui fait la une des journaux télévisés dès les années 50. Au bord de la mer, le bronzage, pour être esthétique, n'a pas besoin d'être poussé au point de provoquer de graves brûlures. Mais vous avez choisi la mer. Alors écourtez au début la durée de votre exposition au soleil, si agréable soit-elle pour le voisinage. Pour profiter du soleil sans brûler, un produit que nous utilisons tous est inventé au temps des congés payés. Voici la première crème solaire. C'est en plaisancier, agacé de voir sa peau rougir au soleil, que Jeanne Schuller, fondateur de L'Oréal, demande à son laboratoire de trouver une potion miracle pour éviter les coups de soleil. Il est le premier à mettre sur le marché français une huile dotée d'un filtre protecteur. Un produit révolutionnaire. Pratique, sa bouteille est crottée pour ne pas glisser les mains. Et surtout, un produit très bien mis en valeur par la publicité. Sur le vent, ombre solaire, au soleil, nous irons, sans brûlure, nous brunirons. Le slogan de l'époque, brunir à tout prix, c'est même vendu comme bon pour la santé. Beauté, sensation. Peau blanche, déception.
Pour brunir plus vite et mieux, et voilà, plus vite, mieux. En 1948, la marque frappe encore plus fort. Elle fait appel à une pin-up pour faire sa pub. Suzy. Un génial coup de marketing. Une femme dénudée pour vendre un produit, ça choque la morale. Et donc, ça fait beaucoup parler. Cette marque avait tout compris de son époque. C'est le début de la société de consommation. Après la guerre, commencent les 30 Glorieuses. La France vit un miracle économique. Le pouvoir d'achat augmente. Ainsi, le vacancier devient un consommateur très prisé. Des objets emblématiques apparaissent, comme la méduse. Cette sandale très à la mode aujourd'hui, née en 1946. Son fabricant, en pénurie de cuir, opte pour une nouvelle matière, le plastique. Toute la panoplie du vacancier est révolutionnée par ce nouveau matériau. Et puis il y a des entreprises qui font fortune. La Fuma, qui était spécialiste du tube métallique, a la bonne idée d'utiliser ce savoir-faire pour fabriquer le mobilier de nos vacances. Hop. Si on peut revenir en arrière. Voilà, merci. Alors, lui aussi, ce petit malin, il s'est glissé dans nos vacances. Il est inséparable d'une institution qui s'est installée surtout sur les côtes atlantiques et bretonnes, comme ici, à Saint-Quay-Portrieux, dans les Côtes d'Armor. Le fameux Club Mickey, ou club de plage. Tu la mets comme ça, juste et préparé. Voilà, plus loin là. Parce que le tracteur il va monter avec le... Avant que la saison ne commence, il faut monter le portique, symbole du club. Tirez vers vous là, voilà. Voilà, là il est dedans. Mettez les crochets à l'intérieur. Un exercice périlleux. Garde la sécurité du panneau là. Qui stresse Michel, le propriétaire du club. Tourne le poteau. Ouais, voilà. Voilà, c'est bon ça. Léo vient. Et encore fut un temps, il n'y avait pas de tracteur pour les aider. Avant, on montait avec des poulies, donc c'était un travail démentiel. Donc ça, c'est très récent, et c'est une grande sécurité pour moi. Je ne dormais pas des nuits pour monter ça. Mais c'est symbolique. Et c'est pour ça que je le garde, parce que je suis vieux, donc je garde un vieux portique. Michel tient ce club depuis 49 ans. On les met derrière. Michel, c'est l'institution de la plage, tout le monde le connaît. Ah oui, nos enfants, ils sont allés au club, et nos petits-enfants, quand ils auront l'âge, ils auront club, quoi. Non, ça fait partie... C'est une mémoire vivante de Saint-Quay. Ça fait partie de Saint-Quay. Les clubs de plage, eux, font partie de nos vacances depuis les premiers congés payés. Partout font fureur les jeux de plage. Les vacances sont les vacances. Il ne s'agit pas de perdre son temps entre deux bains.
Image rafraîchissante d'une jeunesse exubérante qui s'adonne toujours du même cœur à des jeux sans doute vieux comme le monde, mais d'un intérêt toujours renouvelé pour les moins de 10 ans. Le concept est inventé par un médecin qui croit au bienfait des exercices physiques en bord de mer. Au départ, on n'est pas là pour s'amuser, mais pour se faire une santé. La discipline est même militaire. Ces clubs sont de plus en plus prisés avec la démocratisation des vacances et vont intéresser le journal Mickey. Cette marque, en quête de notoriété, devient leur sponsor et fait ainsi sa promotion auprès des enfants. Un de ses concurrents, le journal de Tintin, l'imite, avec moins de succès. C'est un club Mickey que Michel reprend à Saint-Quay-Portrieux. Il a 25 ans et il est prof de sport en région parisienne. La plage, c'est un peu la continuité de l'école pour lui. Aujourd'hui, c'est course en sac. Alors ça, c'est un jeu ancien des clubs de plage, quand il n'y a pas beaucoup de matériel. Donc les enfants aiment bien. Ça fait un petit peu rétro, quoi. Voilà. La course rétro, c'est pour cet après-midi. En attendant, le club propose des tas d'activités. Attention, tout le monde se prépare. On fait la passe. Attention, on va ramasser le sable. Et 1, 2, 3. Et on lâche le sable. C'est bien, vous travaillez bien. Oh là là, vous êtes des vrais sportifs. Hein. Alors attention, on se met en position pour faire la fusée. On s'accroupit. Prêt, 3, 2. Ces exercices stop. N'ont pas changé. Quand il a repris le club, Michel a ouvert une piscine. Au temps des premiers congés payés, il n'y a peut-être que 10% de la population qui sait nager. Alors les clubs de plage se trouvent une nouvelle mission, donner le goût de la natation aux Français. Pas de faute dans la piscine, le dénageur. Pas de faute dans la piscine, fais des gestes justes. Michel est resté un prof à l'ancienne. Tous les deux, vous nagez le mieux possible. Le mieux possible. Même Axel est parti, ça me fait plaisir. Ah, il écoute bien. Où elle va nager, où elle nage. Adèle, nage juste là. Ça ne rigole pas. Oui, avant-bras. Oui, allongé. Encore du chiffon, là. Regarde le chiffon, là. Tends tes doigts. Là. Vas-y. Bientôt fini pour toi. Ah, hop. Bonjour les enfants. C'est votre tour dans 2 minutes. Non, pas attendez, on va finir. Tranquille, on va finir. Allez, Vanda. Jusqu'au bout. Allez, Vanda. Allez, Vanda. Allez. C'est sa première leçon. C'est un très bon maître nageur. Et puis, comme les parents ont appris, les petits-enfants apprennent, et voilà. Et puis, on fait une fournée ensemble. Allez, Alice. Allez, fonce. Vanda, est-ce que tu as froid? Tu vas sortir. Quand on ne connaît pas, on peut savoir les enfants vont avoir une appréhension et tout, et en fin de compte, les enfants adhèrent complètement. C'est l'école un petit peu de la vie, voilà, on se donne, et puis on est récompensé. C'est à l'ancienne, quoi, mais c'est sympa, oui, ils aiment bien. Est-ce que c'est bien que c'est clair, Apolline? Oui, hein. Je pense que l'enfant veut être un adulte. Et pour être un adulte, inconsciemment, il sait qu'il y a un effort intense à faire. Et quand vous lui dites,
il faut faire ça, c'est difficile, tu vas un peu avoir mal, etc. J'ai peur, j'ai froid. Il sait qu'en sortant de l'eau, il a monté une marche et il en est fier. Et ben en fait, il connaît mon grand-père, mon arrière-grand-père et mon arrière-arrière-grand-père parce que ils étaient là au club Mickey et tout, et ils apprenaient à nager et tout. Ah bon? On n'imaginait pas Michel aussi vieux. En vrai, il a 75 ans. Benjamin, Minime, tout le monde est là? Oui. Aujourd'hui, c'est un concours intense. On fait la course en sac. Après tant d'années au club, il aimerait passer la main. Il cherche un repreneur depuis 10 ans. Pas facile de trouver quelqu'un prêt à sacrifier toutes ses vacances. Cet été, il a peut-être trouvé son successeur. Vous écoutez maintenant. Gaël. Alors attention, concours du 16 juillet. Qui veut gagner? Non. Qui veut gagner? Ah, merci. Cet éducateur spécialisé se révèle plutôt à l'aise. Les bleus sont toujours à Très bien. Super. Mais Michel n'est jamais loin. Allez Gaspard. Allez, super. J'aime l'équipe, super. Allez Gaspard. Je suis content d'avoir trouvé quelqu'un et je pense qu'il va faire l'affaire. Allez Edouard. Il faudrait qu'il ait de la rigueur et de la constance. Sinon on m'a dit qu'il va derrière et moi je vais devant pour prendre l'avance. Ouais, pour prendre de l'avance. Moi je suis super. Michel il a fait quand même 50 ans sur la plage, donc voilà, c'est le dinosaure des clubs de plage, donc oui forcément moi j'arrive, j'ai un peu la pression. Ouais. Allez Rosemary, allez cours. Gaël et Michel travailleront encore un été ensemble. 3, 2, 1. Ces enfants, qui grâce au club savent désormais nager, vont pouvoir attaquer le large. La navigation pour le plaisir, c'est encore une fois les riches vacanciers du 19e siècle qui la développent. On l'appelle yachting, un sport de luxe qui se pratique en costume. Mais tout va changer après la guerre, grâce à une école qui a mis le bateau à la portée de tous. L'école des Glénans. Elle porte le nom de cet archipel, situé au large de la Bretagne Sud. La voile s'y démocratise. Et ici, démocratie n'est pas un vain mot. C'est une petite république populaire de la voile qui a vu le jour. Les Glénans auraient formé un quart des pratiquants de la voile en France. On y va? Éléonore vient ici depuis 5 ans. J'ai largué mes godasses, mais je sais pas où. Elle est l'héritière d'une longue tradition. Avant elle, ses parents, ses grands-parents
ont appris la voile ici, dans ces conditions rudimentaires. Dans les tentes de Drennec, c'est des tentes de 7 et donc on dort là le soir, chacun son lit, son duvet, c'est spartiate mais en même temps ça fait partie du charme du truc, c'est un peu une colonie de vacances en fait, donc c'est très naturel, très collectif quoi, on est tous ensemble, c'est vachement sympa. Là on a des cunégondes qui sont nos toilettes médiévales on va dire. Donc c'est des toilettes sèches, donc c'est top pour l'environnement, on gaspille pas d'eau, en plus c'est super bon pour la terre, quand on creuse des trous ici on voit que la terre elle est super noire, donc c'est vraiment bien. Donc voilà, petite cabane, et donc à l'intérieur de la Cunégonde on a vue sur la mer. Ces vacances à la dure sont un héritage légué par les fondateurs de l'école. Philippe et Hélène Vianney, ces deux anciens résistants, choisissent en 1947 l'archipel des Glénans pour au départ redonner le goût de vivre à ceux que la guerre a traumatisés. Ils pensent qu'apprendre la voile sera leur thérapie. Il s'est trouvé qu'un certain nombre d'amis et moi, nous avons été très préoccupés après la libération de l'avenir professionnel et de l'avenir tout court de nos camarades de combat plus jeunes qui avaient eu leurs études massacrées, que ce soit des jeunes des FFL, des jeunes des réseaux, des jeunes de la résistance. Et nous avons décidé de créer un outil permettant de leur faire faire des études et des stages. Nous avons cherché pour ces jeunes des lieux de vacances. Et un jour, en nous promenant ici, nous avons vu qu'on pourrait créer un centre nautique pour eux, même peut-être pas un centre nautique, un endroit où ils pourraient faire du bateau. Au-delà de l'apprentissage de la voile, les fondateurs ont la volonté humaniste de tisser des liens entre les hommes. Une communauté est née. Au Glénan, les blue jeans et la barbe règnent sur les îles. Vie communautaire, certes, mais d'où émergent les singularités. Et l'on rêve d'un monde à l'image de ce microcosme, un monde où l'argent est banni, un monde joyeux et libre. Les amis d'enfance, ils entendent ça, les amis du passé, on se rappelait, nous n'étions qu'après. Tout est fait pour que la voile soit accessible à tous, en réduisant les coûts du stage. Par exemple, chacun met la main à la pâte. Ce sont nos stagiaires qui assureront tout le fonctionnement de la petite République. Les corvées seront réparties équitablement et suivant les capacités de chacun entre garçons et filles. Petites corvées et corvées nobles comme celle de la construction qui permettent au centre de devenir chaque année, par les mains mêmes de ses stagiaires, plus habitable. Ce sont aussi les stagiaires qui deviennent professeurs. Une fois qu'ils savent naviguer, ils transmettent leur savoir bénévolement. « 70 ans après sa fondation, l'école cultive ses valeurs. Éléonore s'est portée volontaire pour devenir monitrice bénévole. Moi c'est Éléonore, donc là j'ai les 4 à 3. Je suis en D1, c'est en fait mon premier encadrement, donc voilà. Sinon je connais bien Drennec, ça fait un moment que je suis là. Donc... Ok, Éléonore, ton listing, 4 à 3. Merci. C'est parti. Alors, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais c'est ça. Elle n'a que 20 ans. C'est beau. Ah, 29, 28, 56. 24. Oh, tous mes stagiaires sont plus vieux que moi. Comment à 20 ans, on se dit qu'on va encadrer quelqu'un de 56? On verra. Non, en fait, l'idée c'est que c'est pas un cours. C'est un stage où on partage nos connaissances mutuelles et donc moi je leur ferai l'apport technique. Après, si le gars il est calé... 98.
Donc pour le départ, c'est bon? Tu pousses le nez du bateau, on tourne, tu montes et on y va. Éléonore encadre un stage de catamaran. Un bateau arrivé dans l'archipel seulement dans les années 80. Au fil des ans, la flotte s'est diversifiée. Les catamarans, les planches à voile, côtoient les historiques dériveurs légers. C'est sur ce genre de petits bateaux qu'on navigue au début de l'aventure des Glénans. Le plus célèbre d'entre eux, c'est le Vaurien. Il porte bien son nom, car son prix est équivalent à celui de 2 bicyclettes. Un bateau populaire, mais robuste, qui n'a pu voir le jour en 1951 que grâce au progrès technique. Aussi, les architectes navals cherchèrent le moyen de construire des bateaux dont le prix de revient pouvait les mettre à la portée du plus grand nombre. C'est ainsi que naquit le Vaurien. Sa construction en série fut rendue possible par l'apparition d'un matériau nouveau, le contreplaqué marine, qui a tous les avantages du contreplaqué normal, souplesse, résistance au choc et légèreté. C'est ainsi que ce chantier de la région parisienne construit plus de 300 Vauriens par an avec un personnel réduit. D'un prix de revient très bas, facilement remorquable derrière une petite voiture, le succès de ce bateau a été si grand que 14 000 unités ont été construites jusqu'à ce jour, dont plus du tiers a été exporté. Donc tu sautes la gondole? On vire, ouais! Virez! Ce qui n'a pas changé ici, Dépasse-nous! ce sont les méthodes d'apprentissage. On va repartir. Faut que tu choques un peu plus la grand voile pour qu'on puisse repartir. Choc. Voilà. Et là, on est reparti. Maintenant, tu peux border. Borde la grande voile et pousse ta barre. Ça va virer. Vire. Borde la grande voile, pousse ta barre. Même sensation. Même geste. C'est vraiment une école de voile unique. On navigue quand même beaucoup par rapport aux écoles de voile qui proposent un stage de 3 heures dans l'après-midi ou un truc comme ça. Nous, on navigue matin, après, on navigue entre 6 et 8 heures par jour. Et on reste sur l'île, on est tous ensemble, c'est une vraie colo quoi. Et du coup, ça c'est vrai que c'est vraiment unique au Guyana et moi ça me plaît beaucoup. Sous tous les temps aussi. Sous tous les temps, qui bruine, qui vente, qui du soleil, on va naviguer. Pendant que certains essuient le crachin. Chef, est-ce que les cartes sont signées, c'est sûr et certain? Comme autrefois, d'autres élèves perpétuent la tradition de la bordée. C'est quoi? Sacrifier quelques heures de voile pour la communauté. Alors fourtouiller, c'est ça? Franchement, la viande, elle est pas mal. Elle est pas mal? On va un peu. Alors, hop, on premier passage. Les clients qu'on a déjà fouillés par contre. Alors, tu savais qu'il fallait sacrifier 1 heure de voile pour ça? Non, mais ça me pas. Faut bien que quelqu'un fasse à manger un moment. Parce que, non, mais c'est bon, quand on tourne, c'est pas un problème. On est content de le faire. Ils assurent même le service à table. C'est pas des vacances reposantes parce qu'on fait du sport, on fait de la voile, on est sous l'eau, au soleil, on prend le vent, on est fatigué. Mais c'est une expérience incroyable. Pour moi, c'est vraiment les vacances de l'année. J'ai toujours hâte de me dire là, dans 3 mois, je vais naviguer. C'est les vacances que j'attends. Ces 2 semaines de congés payés, accordées il y a maintenant 80 ans, ont tout changé. Sur le bord de mer,
la Société des loisirs est née. Et la marche de l'histoire ne va cesser de s'accélérer. Avec la 3e et la 4e semaine, les vacances deviennent une industrie. Autoroutes saturées, hôtels bondés, camping modernisé, quant à Homo plagitus, ça se passe de commentaires. Notre littoral va changer de visage. Des stations balnéaires futuristes sortent de terre. Et Léon Blum, dans tout ça, le père des congés payés, imaginait-il que le tourisme deviendrait l'un des premiers secteurs économiques du pays ? C'est 7% de notre PIB. Savait-il que son ministère de la Paresse créerait autant d'emplois ? 2 millions aujourd'hui. En tout cas, son rêve de changer nos vies s'est bien réalisé. Voilà, j'espère que ce voyage au pays de vos vacances vous a passionné. En attendant, vous pouvez bien sûr nous retrouver chaque jour sur Internet et les réseaux sociaux. Et puis bien sûr, toute l'équipe Thalassa vous remercie de votre fidélité. À bientôt et bon vent.